Hein? Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Berger. Bonjour. On parle gros sous Bitcoin, on va parler gros sous dividendes. On a appris ce matin les dividendes records pour 2021. 57,5 milliards, dont 2,4 milliards pour la famille Arnault, 2 milliards pour le fonds américain BlackRock. Des dividendes en hausse de 32% par rapport à 2020. Une rémunération moyenne des patrons du CAC 40 qui a progressé de 52% l'an dernier pour s'établir en moyenne à 6,6 millions d'euros par an. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites chouette, nos grands groupes vont bien ou qu'est-ce que vous dites? Non, je ne crois pas que ça montre que les grands groupes vont bien, mais ça montre que la répartition de la richesse dans ce pays pose problème. Et je le dis, ça invite à deux choses. D'abord, à une répartition de la valeur dans les entreprises en question pour que ça aille aussi aux salariés et que ça aille aussi aux sous-traitants d'une certaine manière, parce qu'on est dans les grandes entreprises qui ont des réseaux de sous-traitants très importants. Puis le deuxième point, c'est que ça invite à une participation de ces actionnaires, de ces grandes familles, parce que ça profite à quelques familles, au bien commun. Et c'est le sujet de la participation fiscale. La fameuse taxe sur les super profits? Non, oui, c'est la contribution des plus riches à une période qui est très difficile pour nombre de travailleurs et de citoyens. Oui, ça invite à ça, mais évidemment. C'est-à-dire que, imaginez, il y a un côté un peu choquant dans cela. Alors on va me dire, oui, mais c'est de la richesse créée, très bien. Oui, le problème, c'est la répartition de cette richesse. On est dans une période très difficile pour nombre de travailleurs aujourd'hui, pour nombre de citoyens. On le voit, y compris dans un de vos reportages, on est prêt à faire pour quelques euros la queue pendant des heures, parce que, dans cette période très difficile, où beaucoup de gens vont avoir passé un hiver difficile, ce serait normal qu'il y ait une taxe exceptionnelle sur les très hauts revenus et que les personnes qui touchent ces dividendes en soient contributeurs. Bon, on est tous sur la même planète, mais pas tous dans le même monde. Le sujet de préoccupation numéro 1 pour les Français, c'est l'inflation, le coût de la vie. Qu'est-ce que vous conseillez au gouvernement de faire de plus ou de différent? Vous parliez de l'essence, par exemple. Est-ce qu'il faut prolonger cette aide de 30 centimes au litre? Le gouvernement, il a trois terrains d'action possibles. Il a le premier terrain d'action, c'est des aides aux ménages les plus modestes. Il y en a des aides. Oui, mais elles ne sont pas suffisamment ciblées. Vous voyez, l'histoire du carburant est un exemple. L'autre exemple, c'est le bouclier énergétique. On ne peut pas dire que la puissance publique, le gouvernement, n'aide pas les ménages. Mais aujourd'hui, il faut aider les ménages sur 3 ans, il faut aider les ménages les plus en difficulté. Ouais. C'est-à-dire que, vous savez, ce bouclier énergétique à 15%, c'est évidemment bien mieux que 120% d'augmentation du prix de l'énergie. Et on sait qu'en Europe, il y a moins de protection parfois. Mais ça va bénéficier à tout le monde. Il aurait peut-être fallu cibler davantage. Et c'est l'enjeu aujourd'hui du chèque énergie dont on n'a pas encore toutes les précisions. Vous dites arrêtons d'aider tout le monde, aidons ceux qui en ont vraiment besoin? Oui, en tout cas, faisons des aides plus ciblées. Ça, c'est sûr. Parce que tout le monde n'est pas égal face à l'inflation. L'inflation, il faut le rappeler, c'est la taxe pour les pauvres. Le deuxième, c'est la répartition de la richesse et l'augmentation des salaires. Que peut faire le gouvernement? Il y a deux axes. D'abord, il doit augmenter les agents publics. Là, il est employeur. Ça a été fait à 4%. Ouais. L'inflation est à 6,5%. Donc, il faut encore aller sur l'augmentation de la valeur du point. Et puis, en direction des entreprises privées, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il conditionne le versement d'un certain nombre d'allègements de cotisations, par exemple, pour les entreprises privées, au fait qu'elles aient une vraie politique salariale. Il y a encore 100 branches aujourd'hui. C'est quoi une politique salariale? Parce que une politique salariale, qui peuvent augmenter les salariés, le font. C'est deux axes, une politique salariale. C'est la répartition de la valeur créée. Ouais. Et donc, le fait que dans les entreprises qui vont bien, il y a une part importante qui aille au salaire, qui aille au travail, qui a permis de créer cette richesse. Et puis, il y a une augmentation normale des salaires, notamment liée à l'inflation. C'est-à-dire que nous, on ne sera pas... Vous voulez indexer les salaires sur l'inflation? Non, nous, on ne sera pas de ceux qui disent qu'il faut laisser la négociation se faire. Nous, on ne sera pas de ceux qui disent qu'il faut des choses automatiques, il faut laisser la négociation se faire. On le voit bien dans les entreprises aujourd'hui, il y a tout un tas de conflits. Mais il faut le faire en fonction... il faut quand même qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent. Aujourd'hui, il y a encore 100 branches dans notre pays, 100 branches de plus de 5000 salariés qui ont des minima qui démarrent en dessous le SMIC. Donc, le levier pour les gouvernements, ce n'est pas de faire des déclarations les unes après les autres, c'est de dire aux entreprises, écoutez, dans une branche professionnelle où il y a un minimum qui démarre en dessous le SMIC, vous devez augmenter les salaires. Et le troisième élément d'intervention du gouvernement, c'est clair, c'est qu'il doit réfléchir enfin à une contribution des plus hauts revenus dans cette période exceptionnelle. Moi, je rêverais d'une fiscalité qui soit davantage sur l'ensemble des revenus et pas simplement sur les revenus du travail ou trop exclusivement sur les revenus du travail. On n'en est pas là, on sait bien que le gouvernement n'est pas sur cette logique-là, mais quand même, avec ce que vous venez de nous dire sur les dividendes, dans cette période particulière, une contribution des plus hauts revenus au bien commun
ce serait quand même... Pour vous, ça s'impose, là, compte tenu des chiffres de ce Bien sûr, matin? ça s'impose avec les chiffres de ce matin, mais ça s'impose tout simplement parce que, on le voit bien, il y a une distorsion aujourd'hui entre le pouvoir de vivre d'une certaine manière des ménages les plus modestes et celui des ménages les plus riches qui s'est encore largement amélioré. Laurent Berger, il se passe quoi sur les retraites en ce moment? Il se passe une séquence de concertation. Ouais. Donc, on a eu une première séquence autour des seniors et des fins de carrière. Il y a une deuxième autour des enjeux de justice sociale, notamment concernant les femmes, Mais vous êtes, concernant la vous êtes toujours aussi pénibilité. braqué à la CFDT, comme à la CGT d'ailleurs? On n'est pas braqué sur ces questions-là. Ouais. On n'est pas du tout braqué sur ces questions-là. On fait des propositions d'aménagement des fins de carrière, d'emploi des seniors, Vous êtes écouté? sur lesquels... Bah, écoutez, pour l'instant, on est dans la séquence de discussion et d'échange de points de vue. On n'a pas encore les conclusions de ces concertations. Et il y a une troisième séquence qui s'ouvrira plutôt début décembre sur la question de l'équilibre financier du système de retraite. Nous, on n'a pas voulu un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était brutal. On ne veut pas d'un relèvement... Qui aurait passé l'âge l'âge légal, qui aurait décalé l'âge... 64, 65 On n'en veut pas de cette formule-là. On veut faire la démonstration qu'il y a des mesures Est-ce que vous êtes de toujours justice braqué sur sociale. le décalage de l'âge légal de Et départ? bien ou pas? sûr, pour la CFDT. Mais vous savez, qui ça va toucher? Imaginons, 30 secondes, 64 ans. Ça va toucher ces fameux travailleurs de deuxième ligne à qui on a promis, après le confinement, une revalorisation et ensuite qu'ils n'ont pas eu et à qui on va dire, bah, écoutez, vous ne l'avez pas eu, mais en plus, vous allez travailler plus longtemps. Donc oui, la CFDT est opposée au report de l'âge légal du départ en retraite. On n'en fait pas mystère et on le redira au gouvernement dans la troisième séquence. On voit qu'il y a eu pas mal d'appels à la grève, aux mobilisations depuis la rentrée de septembre. On ne peut pas dire que ça prenne vraiment. Est-ce que les Français sont résignés? Je crois qu'il y a beaucoup de mouvements qui prennent dans les entreprises sur les salaires. Ouais. Nous, on observe à la CFDT aujourd'hui beaucoup de conflictualité sur la question salariale qui se manifeste différemment, par un débrayage, par une journée ou deux de grève. Et donc, je crois que sur ce sujet-là, il y a dans les entreprises et les branches professionnelles beaucoup d'actions. Après, sur le reste, oui, on est dans une période finalement d'inquiétude et d'incertitude qui font que les gens sont un peu sur leur garde. Mais je le dis, c'est raison de plus pour ne pas mettre le feu au pays en sortant en janvier-février une réforme des retraites qui brutaliserait les travailleurs, notamment les plus modestes. Oui, je mets un warning. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et de Gérald Darmanin, celui de l'Intérieur, de permettre l'octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension? Bon, d'abord, ça n'a jamais totalement fonctionné, parce que les métiers en tension, il faudrait parler sans doute davantage des secteurs en tension. Nous, ce qu'on pense qui est absolument indispensable, c'est aujourd'hui de régulariser les travailleurs qui aujourd'hui font fonctionner ce pays, qui l'ont fait fonctionner notamment pendant la période de confinement et qui sont malheureusement en situation régulière. Mais ce n'est pas d'abord la Donc, responsabilité des patrons, de ceux qui embauchent au noir, de ceux qui exploitent Il ne faut pas que ça repose uniquement sur les patrons qui, justement, comme vous dites, ne jouent pas forcément le jeu. Je crois qu'il faut de façon assez automatique régulariser les travailleurs qui sont aujourd'hui en emploi, qui, je le rappelle, pour nombre d'entre eux, contribuent au financement de notre sécurité sociale, contribuent au financement de notre action publique à travers la fiscalité. Parce que c'est le paradoxe, même quand ils sont employés au noir, ou même quand ils cotisent quand même. Il faut aller vers une régularisation. Et moi, je souhaite qu'il va y avoir des concertations qui vont être ouvertes là aussi sur ce sujet-là. On aille vers une approche qui soit pas simplement utilitariste économiquement, mais qui soit aussi reconnaissante socialement à l'égard de ces travailleurs, et notamment à travers une régularisation. Dans les autres mesures qui sont annoncées, on nous parle d'un examen de français pour les gens pour pouvoir rester sur le territoire français. OK, mais dans ce cas, on met quoi comme moyen aux associations pour dispenser ces formations? C'est-à-dire que sur ces sujets-là, qui sont des sujets inflammables, parce que l'opinion publique se déchire sur ces sujets d'immigration, il faut toujours mettre les moyens à côté des ambitions, et c'est ce qu'on va essayer de pousser dans les semaines à venir. Vous connaissez la célèbre phrase qu'on attribue à Michel Rocard: la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. La France a joué son rôle en permettant aux hommes, aux femmes et aux enfants de l'Ocean Viking de mettre le pied sur notre territoire. Bien sûr, je crois que la France s'est honorée de le faire. Il fallait le faire, peut-être un peu plus tôt, mais en tout cas, il fallait le faire. On ouvre une brèche, c'est un précédent, dit ce matin Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur. Non, mais vous savez, là-dessus, il faut prendre conscience qu'en Italie, il y a aujourd'hui un pouvoir d'extrême droite qui a refusé de le faire. Et donc, ça pose deux problèmes, ce qui vient de se passer. Un État qui ne joue pas son rôle, qui n'accueille pas la détresse des marins, de personnes qui sont en mer et qui doivent avoir secours. Le deuxième problème, c'est que ça montre que l'Europe
n'a pas toujours joué son rôle sur une politique coordonnée en termes de migration. Mais vous voyez qu'on est en train de se déchirer. On entend des choses horribles de la part de partis d'extrême droite aujourd'hui notamment, et des fois pas que des extrêmes d'ailleurs, sur le fait qu'on accueille 230 personnes qui étaient en train de souffrir horriblement sur un navire, et on est en train de faire comme si c'était une submersion qui était en train d'arriver. C'est pas vrai. Il fallait le faire d'un point de vue humanitaire. Maintenant, il faut des politiques européennes coordonnées sur la question migratoire. On va dire quelques mots de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, il y a beaucoup d'indignation, il y a des appels au boycott. On se rend compte qu'on leur a attribué la Coupe du Monde il y a 10 ans maintenant. Moi, je vais vous parler d'une filiale du groupe de BTP Vinci qui a été mise en examen par la justice française, notamment pour soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité. Vinci a fait appel de cette mise en examen. Accor aussi avait été mise en cause par le magazine Complément d'enquête ici sur France 2 il y a quelques semaines. Est-ce qu'au lieu de monter sur nos grands chevaux, on ne ferait pas mieux de balayer devant notre porte? Ce sont des entreprises et des groupes français. D'abord, il fallait, il y a 10 ans, ne pas attribuer la Coupe du Monde. D'accord, mais maintenant c'est fait. Oui, mais à ce moment-là, il n'y avait que la Confédération syndicale internationale qui le dénonçait. Ouais. Et maintenant, oui, il faut effectivement, s'il y a des groupes français qui ont fait en sorte qu'il y ait un régime de quasi-esclavage au Qatar pour construire des stades, eh ben, il faut que ces groupes français payent. Devant la justice. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si c'est le cas ou pas. Je n'ai pas tous les éléments. Mais c'est clair que... moi, je le dis, c'est un scandale, cette Coupe du Monde au Qatar. Je suis un amoureux du football, j'adore ce sport, mais j'ai un peu honte, en fait, pour ce sport aujourd'hui. Soyez choqués qu'Emmanuel Macron y aille, si jamais l'équipe de France va loin? Non, mais c'est autre chose, ça. Je crois. Vous savez, on a une forme d'hypocrisie collective. Il faudrait que chacun se détermine. Il jouera son rôle de chef d'État. Je ne sais pas s'il faut aller ou pas. D'abord, il faudra que la France aille un peu loin. C'est pas gagné. Mais je le souhaite. Hein, mais ceci étant, moi, je sais que je vais pas m'attacher à regarder cette Coupe du Monde parce que je trouve ça. Non, parce que je trouve ça choquant, et sur le point de vue des droits humains et sur le point de vue de l'environnement également. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Merci à vous.